Très bien les gars, bienvenue à nouveau. Nous allons commencer notre exercice pratique. Avant de vraiment plonger dedans, je voudrais faire une petite remarque à propos de cet article que nous avons ici qui contient beaucoup d'informations utiles. Commencez avec LP 360 et bien plus encore. Donc pour ceux d'entre vous qui viennent d'installer LP 360 et qui débutent, nous avons ces informations générales sur la gestion de votre licence, l'installation et tout ce qui va avec, ainsi que la navigation dans LP 360, tout le traitement dont nous parlons aujourd'hui, toutes les vérifications sur le terrain que nous avons faites hier et bien plus encore. Donc en gros, tout ce que nous abordons lors de la session d'aujourd'hui sera également entièrement documenté sur cette page. Et sur ce, nous allons maintenant ouvrir notre LP 360. Et nous allons faire une révision de notre gestionnaire de licence et de nos paramètres de projet comme nous l'avons fait hier. C'est juste pour vérifier que toutes ces informations sont en place et s'assurer qu'elles sont également entièrement documentées. Donc la première chose que nous allons faire est d'ouvrir notre gestionnaire de licence. Je vais accéder à notre gestionnaire de licence. Vous devez vous assurer que tout le monde dispose de sa licence. Vous devriez donc avoir une licence flottante drone empruntée en ce moment. C'est celle dont nous allons avoir besoin. Si vous n'en avez pas encore, il se peut que vous deviez accéder à vos identifiants. Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour LP 360 en ligne et vous devriez voir votre clé perpétuelle s'afficher. À partir de là, vous devriez voir toutes les licences dont vous disposez ici et nous allons emprunter la licence flottante Drone. Est-ce que quelqu'un rencontre des problèmes pour obtenir sa licence? D'accord, tout le monde a les licences. Très bien, nous allons maintenant fermer cette fenêtre de dialogue. Et comme je l'ai dit précédemment, nous allons passer en revue nos paramètres. Nous allons également revoir notre gestionnaire d'archives encore une fois, afin que tout soit couvert 2 fois par rapport à notre matériel d'hier, pour le bien de la répétition. Donc, tout d'abord, il s'agit de notre dossier racine de projet par défaut. Ce sera l'emplacement par défaut de tous vos projets, au lieu que vous ayez à chercher et trouver un emplacement. Donc, si vous travaillez sur un projet ou une zone de projet spécifique, vous pouvez créer un dossier pour cela dans tous les projets LP 360 que vous créez. Après avoir configuré cela, vous commencerez dans cet emplacement de dossier et il pourra être modifié à tout moment. Si vous êtes un utilisateur de CAO et que vous souhaitez inverser la molette de votre souris, allez dans l'onglet Global et modifiez-le ici. Vous devrez modifier ce paramètre pour activer l'inversion de la molette de la souris. Nous voulons également nous assurer que nous configurons notre adresse email de notification. C'est très important. C'est l'adresse email qui sera utilisée si jamais vous rencontrez un plantage dans LP 360. Vous remarquerez que mon adresse email ici et celle avec laquelle je suis connecté ne sont pas les mêmes. C'est parce que cette adresse email particulière sera utilisée en cas de plantage, car vous ne serez plus connecté à votre serveur de licence. Il n'est pas possible de récupérer automatiquement cette adresse email, donc vous devez la saisir ici. Si nous rencontrons des plantages aujourd'hui, vous verrez de quoi je parle. Si vous utilisez le traitement des capteurs pour un traitement multicycle, vous devrez vous assurer de configurer un répertoire de travail. Il s'agit d'un emplacement que vous spécifiez sur votre machine où vous souhaitez que les données soient temporairement stockées pendant leur traitement, avant d'être exportées. Enfin, pour l'exercice d'aujourd'hui, dans l'onglet EXP, vous avez vos paramètres de pyramidalisation. Nous souhaitons que vous restiez sur le format LP-LAS, mais je préfère régler le mien sur sauvegarde car j'aime toujours que mes données originales soient conservées afin de pouvoir y revenir. Mais pour ceux d'entre vous qui craignent de surcharger leur projet ou d'avoir trop de choses en cours, vous pouvez passer à la fonction écraser. D'accord. Et sur ce, nous allons passer à notre gestionnaire d'archives. Passons donc à l'onglet Capteur. Dans l'onglet Capteur, nous allons accéder à notre gestionnaire d'archives et nous allons discuter des options ici. Hier, j'ai expliqué comment vous pouvez configurer une archive où vous le souhaitez, y compris sur un serveur, et vous pouvez en fait déplacer vos ensembles de données. Hier, j'ai créé ce dossier d'entraînement pour nos 2 cycles que nous avons collectés pendant cette session. Aujourd'hui, au lieu de créer une nouvelle archive et d'importer à nouveau dans l'archive, je vais en fait vous montrer d'autres fonctionnalités avec ceci. Donc, par exemple, disons que je crée un emplacement différent
Je vais simplement le placer quelque part à la racine de mes dossiers ici. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler December Day 2. Vous n'êtes pas obligé de faire cette partie. C'est juste à titre d'exemple. Donc, December Day 2. Il se trouve à un emplacement différent de celui que j'ai déjà ici. Et je vais l'appeler ainsi pour la description. Décembre 2025, jour 2. Lorsque cela se crée, vous remarquerez que c'est entièrement vide. Il n'y a rien dedans. Donc, disons qu'hier, mon pilote a archivé ces 2 vols pour moi sur sa machine et je veux qu'il les transfère vers un emplacement serveur, qui est mon exemple ici. Au lieu d'avoir à archiver une seconde fois, ce qu'ils peuvent ne faire, c'est sélectionner ces 2 cycles ici et cliquer sur Copier ou Déplacer. Dans ce cas, je veux cliquer sur Copier. Cela va en fait me permettre de sélectionner un autre emplacement d'archive. Donc par exemple, voici mes serveurs, mais nous allons sélectionner mon emplacement d'exemple ici en bas, cliquer sur OK et cela copiera effectivement ces fichiers vers ce nouvel emplacement de dossier. Pour moi, sans jamais avoir à quitter cette fenêtre de dialogue. Et rappelez-vous, cet outil utilise ce qu'on appelle Robocopy. Donc, il effectue une vérification d'intégrité de mes données avant et après pour s'assurer qu'aucune corruption ne s'est produite. Donc maintenant, si je redescends jusqu'à ce nouveau dossier, vous verrez que j'ai maintenant mes 2 vols archivés à l'intérieur de celui-ci. Est-ce que quelqu'un a des questions sur le gestionnaire d'archives? Comment pouvez-vous l'utiliser? Si vous décidez d'utiliser la fonction « Déplacer », donc « Déplacer », cela les supprimera en fait du dossier existant. C'est pourquoi j'ai utilisé « Copier » afin qu'il reste. Très bien. Et avec cela, nous sommes prêts à importer. Nous allons donc maintenant retourner sur notre ruban de capteur et nous allons localiser le bouton d'importation de cycle. Le bouton d'importation de cycle. Maintenant, puisque nous avons déjà copié notre archive vers un nouvel emplacement, je vais cliquer sur « Importer mes vols » sur la page suivante. Mais cette fois, je ne vais pas utiliser mon dossier pour le localiser. Je vais en fait aller dans mon gestionnaire d'archives et récupérer ces vols archivés. Donc, dans mon gestionnaire d'archives, je vais aller sur celui que je viens de copier. Voici donc mes 2 vols. Je vais sélectionner les 2 et valider. Il va me demander si je souhaite les décompresser. La réponse est oui et il va commencer le processus d'ajout et de décompression dans cette boîte de dialogue. Maintenant, souvenez-vous, hier nous avons parlé de cette petite icône jaune. Ce n'est pas une erreur, cela vous dit simplement de me lire. C'est un avertissement qui vous demande de bien vouloir consulter mes informations. Dans ce cas, cela vous informe qu'un micro-logiciel mis à jour est disponible pour votre charge utile. Donc, il serait peut-être judicieux de le mettre à jour après avoir traité ces cycles. Cela apparaîtra donc pour chaque cycle qui se produit. C'est bon, c'est ce que je veux. Et maintenant, je veux que vous remarquiez qu'il possède déjà ces informations provenant de mes fichiers annexes que j'ai ajoutés hier. Disons que j'ai ajouté ceux-ci pour mes points de contrôle. Donc, si je double-clique ici, vous verrez tous les différents fichiers qui ont été ajoutés. C'est donc l'avantage d'archiver ceci avec ces fichiers annexes. Ainsi, chaque fois que vous importez depuis votre archive, vous aurez toutes ces informations supplémentaires. Vous n'avez pas besoin d'aller les rechercher à nouveau. Très bien, passons à notre page suivante. Vous verrez également que mes stations de base ont été entièrement importées. Ce sont celles qui ont également été stockées avec cette archive, et cela les importe ici pour moi. Est-ce que quelqu'un ne voit pas ces stations de base? Passons à notre page suivante. C'est ici que nous configurons réellement les paramètres pour le projet lui-même. Vous pouvez voir où il récupère mon dossier racine de projet par défaut. C'est celui qui est spécifié dans les paramètres de mon projet. Vous êtes tout à fait libre de le modifier si vous souhaitez utiliser un autre emplacement. Cependant, j'aime utiliser mon dossier racine par défaut aussi souvent que possible, simplement pour simplifier mon flux de travail. Maintenant, pour le nom de sortie, souvenez-vous, nous voulons qu'il soit court et simple et aussi qu'il soit compréhensible.
Donc, puisqu'il se trouve dans mon dossier de formation de décembre, je vais l'appeler jour 2 en présentiel. Hier, j'avais le jour 1. Celui-ci sera mon jour 2. De cette façon, je sais exactement sur quoi je travaille. Maintenant, tout comme hier, nous allons passer en revue toutes les options pour nos systèmes de coordonnées. Petite remarque, je sais que je suis un peu répétitif dans ces étapes, mais c'est parce que je veux m'assurer que ces informations soient d'une part bien documentées et d'autre part compréhensibles pour tout le monde. Il y a donc plusieurs options ici. Donc, si jamais vous ajoutez un système de coordonnées, je vais en choisir un au hasard que vous ne voulez plus. Dans votre liste déroulante, cliquez sur le bouton X, il sera supprimé et la case deviendra vide. Dans la boîte de dialogue sélectionnée, c'est là que vous pouvez spécifier le système de coordonnées que vous souhaitez utiliser. Donc, à l'intérieur de celle-ci, vous pouvez soit utiliser les boutons plus à côté des dossiers pour naviguer vers le dossier de votre choix. Nous recommandons généralement d'utiliser le référentiel NAD 83-2011. Petite remarque, vous remarquerez également qu'il y a une coche verte de vérification ici en haut. Cela indique qu'il a été testé avec notre logiciel et qu'il fonctionne correctement. Vous avez également la possibilité de rechercher votre code d'autorisation. Il s'agit d'un code unique associé au système de coordonnées horizontales. Pour l'exercice d'aujourd'hui, ce sera 6355. 6355, et vous remarquerez qu'ils sont colorés en vert. Pour nos amis daltoniens, vous remarquerez également une coche sur l'icône. S'il n'est pas vérifié, il sera bleu et cette coche n'apparaîtra pas. Ce sera simplement le petit icône en forme de cercle. D'accord. Si vous souhaitez trouver le code d'autorité de votre propre système de coordonnées, faites défiler jusqu'en bas et ce sera le dernier code d'autorité indiqué dans la description horizontale. Il n'y a pas de code d'autorité associé spécifiquement au vertical. D'accord, pour notre vertical, nous allons également choisir les mètres ellipsoïdaux car c'est en mètres que nous traitons les données. Assurez-vous donc de ne pas mélanger les coordonnées ou les unités car cela pourrait poser des problèmes lors du traitement par la suite. Vous avez également la possibilité de sélectionner à partir d'un fichier. Donc, par exemple, si je clique sur « Enregistrer PRJ », cela enregistrera un fichier pour moi. Je pourrais le fournir à un collègue, à un client. Toute personne ayant besoin de mon système de coordonnées pourrait utiliser l'option « Sélectionner à partir d'un fichier » pour importer l'intégralité de ce système de coordonnées. Cliquez ici sur « OK ». Il sera ajouté pour que je puisse l'utiliser. Et sur la page suivante, le Prash peut simplement vérifier les détails de mon importation. Je vais maintenant faire une pause, lequel dans une position tout à fait verticale. Données des mètres ellipsoïdaux. Veuillez noter que le code d'autorité spécifique pour l'alignement horizontal est le numéro 6355. Oui, ce chiffre est gravé dans ma mémoire. Tous. D'accord. Maintenant que nous avons vérifié nos informations, car nous pouvons voir nos stations de base ici, l'un de nos vols en a en fait 2, tandis que le second n'en a qu'une seule qui couvre sa période. C'est tout à fait normal. Nous allons cliquer sur Terminer et cela lancera le processus d'importation. Lorsque vous voyez cette boîte de confirmation, il s'agit simplement de confirmer que vous souhaitez créer ce nouveau dossier de projet ainsi que son fichier XML. La réponse est oui. Très bien, une fois que vos cycles ont été importés, vous verrez 4 fichiers de formes uniques qui sont inclus. Il s'agira de vos photos, de vos points de trajectoire, de vos points de journal et de votre ligne de trajectoire. Pour les besoins du traitement, nous allons uniquement utiliser les points de trajectoire. Donc, pour commencer notre traitement, nous allons utiliser l'outil de création automatique de lignes de vol. Gardez à l'esprit que lorsque vous regardez ce ruban, vous allez avancer de la gauche vers la droite dans votre processus de traitement. Donc, dans mon outil de création automatique de ligne de vol, nous allons commencer en mode calcul et c'est là que nous avons ces 3 paramètres différents. Encore une fois, le premier est notre longueur minimale. Il s'agit de la ligne de vol la plus courte souhaitée. Cela peut être estimé dans votre vue cartographique. Donc, par exemple, si je voulais mesurer l'une de ces longueurs, je peux utiliser mon outil de mesure ici. J'aime bien mettre en pause la fonctionnalité au milieu, juste pour montrer comment cela fonctionne. Donc, par exemple, si je trace ici, que je clique, puis que j'essaye de regarder par là, vous verrez qu'il continue de me suivre partout où je vais.
Laissez-moi donc réinitialiser cela. Je vais donc simplement cliquer sur l'outil de déplacement, cliquer un peu partout, le faire disparaître ici, puis mesurer. Encore une fois, je clique une fois, puis je fais un clic droit tout en bas de l'endroit que j'essaye de mesurer. Cela mettra la fonctionnalité en pause. Et maintenant, je suis libre d'aller regarder dans le coin inférieur gauche pour identifier cette longueur. Donc, c'est à peu près 97. Je vais donc rester sur une longueur de 90 ici parce que, souvenez-vous, vous allez couper au niveau des virages, donc ce sera un peu plus court. Donc, quelle que soit la mesure, il vaut mieux arrondir un peu à la baisse pour être sûr de ne pas couper vos lignes de vol. Le rayon de virage correspond à la quantité qui sera retirée au niveau du virage détecté. Donc, en général, cela correspond à l'endroit où l'orientation change complètement et on coupe à partir de là. Ensuite, notre déviation maximale, c'est si ça dévie vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Si cela dépasse ce nombre d'unités de la carte, dans ce cas 10 mètres, cela divisera en 2 lignes de vol. Donc, si vous suivez le relief, il faut penser à augmenter ce nombre pour compenser les variations d'altitude. Pour l'instant, nous allons garder nos réglages à 93 et 10 et nous allons cliquer sur « Calculer la ligne de vol ». Je peux exécuter cette opération autant de fois que je le souhaite. Donc, si je veux modifier l'un de mes paramètres, par exemple, si cette longueur minimale ne me convient pas, peut-être que je veux essayer 100, je peux lancer cela. Vous devriez voir que cela va supprimer certaines de mes lignes de vol ici. Évidemment, cela ne me convient pas, mais c'est aussi simple et rapide que ça. Vous pouvez l'exécuter autant de fois que vous le souhaitez. Sur la page suivante, c'est là que nous passons en mode édition. Encore une fois, votre outil de sélection sera activé automatiquement. Le mien est réglé sur le lasso. Si vous souhaitez changer le type d'outil de sélection, vous pouvez aller ici dans le ruban, cliquer sur le menu déroulant et spécifier celui que vous souhaitez utiliser. Personnellement, je préfère le lasso. Pour mes besoins, maintenant, pour pouvoir mieux visualiser ces couches de lignes de vol, je vais en fait désactiver mon Google Hybrid. Donc, je vais désactiver ma base ou une couche de base. Et on peut voir qu'il y a cette petite courbe ici en bas. En réalité, cela n'affectera peut-être pas mes données, mais pour l'exercice d'aujourd'hui, je vais recréer cette ligne de vol sans cette courbe. Je vais donc sélectionner ma ligne de vol, elle va s'afficher en bleu et je vais utiliser la touche Super et Entrée de mon clavier pour la supprimer. Maintenant, pour commencer à en créer une nouvelle, je vais aller dans ma table des matières, trouver la couche de ligne de vol qui est activée et regarder juste en dessous. Ce sera le fichier des pointes de trajectoire. Nous allons l'activer et nous allons l'utiliser pour créer notre nouvelle ligne de vol. Donc, sélectionnez un point au début de la ligne, maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez-en un à la fin de votre ligne. Une fois que vous avez 2 points surlignés en bleu, cliquez sur le bouton « Ligne de vol manuelle » en haut. Et une nouvelle ligne sera créée. Maintenant, je vais refaire ce même processus pour notre prochain vol. Je vais donc cliquer ici. Vous remarquerez qu'il se remplit avec cette autre couche de ligne de vol. Encore une fois, nous voulons seulement garder ces belles lignes droites. Nous ne voulons pas que nos lignes de transect s'éloignent et reviennent de notre mission, car celles-ci peuvent présenter des variations d'altitude, de vitesse, des mouvements dynamiques, ce qui peut rendre nos points très irréguliers dans ces zones. Donc, nous ne voulons pas les inclure dans notre dernier nuage de points. Je vais donc sélectionner, supprimer, puis valider. Et maintenant, pour les besoins de cet exercice, comme nous pouvons le voir, nous en avons un autre ici en haut qui présente une petite courbe. Je vais également recréer celui-ci. Donc, à nouveau, sélectionner, supprimer, valider. Je vais dans ma table des matières. Je trouve cette couche de ligne de vol qui est activée. Activez les points de trajectoire juste en dessous. Je vais maintenant sélectionner un point de départ, maintenir la touche de contrôle enfoncée, sélectionner un point d'arrivée et cliquer sur le bouton « Ligne de vol manuelle ». Et voilà, j'ai créé les trajectoires de vol que je souhaitais. Vous verrez maintenant que le statut est passé à « Modifier » et je suis prêt. Pour passer à l'étape suivante, je vais fermer cette boîte de dialogue maintenant. Tout le monde peut-il suivre? Quelqu'un est perdu? Non?
D'accord, d'accord. Notre prochaine étape consistera donc à traiter les données de nos capteurs. Maintenant, si vous n'avez qu'une seule ligne de vol ou un seul vol, vous pouvez tout à fait utiliser les étapes de trajectoire et de géocodage, complètement séparées. Mais dans ce cas précis, puisque nous avons plusieurs cycles, nous souhaitons configurer tous les paramètres en une seule fois. Nous allons donc aborder le traitement des données de nos capteurs. N'oubliez pas que cela nécessite que le répertoire de travail soit configuré dans les paramètres de votre projet et qu'une licence illimitée est requise pour le traitement multicycle. Passons maintenant à la page suivante. C'est ici que nous allons réellement configurer nos paramètres pour les points de trajectoire ou le traitement de la trajectoire. Le vôtre indique qu'il n'a pas l'option illimitée et que vous êtes sur le compte de formation. Nous avons donc maintenant notre fenêtre de traitement des capteurs ouverte. C'est ici que nous pouvons configurer et paramétrer notre trajectoire, les réglages de traitement et les paramètres de géocodage pour tous nos cycles. Donc, sur ma page suivante, c'est là que je configure mes paramètres de traitement de trajectoire. Vous pouvez voir ici, sous statut. Il attend que je lui fournisse une position valide de la station de base. Maintenant, si j'avais plusieurs cycles ici qui auraient pu être collectés sur plusieurs jours, disons que j'étais sur la même zone de projet pendant 3 jours différents et que j'avais effectué plusieurs vols, vous n'avez pas besoin d'ajouter vos stations de base individuellement ici. Vous pouvez en fait cliquer sur les fichiers d'observation de la station de base ici et en déposer autant que nécessaire à cet emplacement, même pour plusieurs jours. LP360 va alors analyser ces informations et identifier quel fichier de station de base correspond à quel cycle. D'accord, à partir de là, vous pouvez ensuite cliquer sur l'icône Paramètres pour modifier le mail du levé. Donc, ceci serait l'emplacement de la station de base. Maintenant, pour ce moment qui suit, vous pouvez simplement mettre en pause. Je vais parler de certains des paramètres ici. Donc, hier, nous avons effectué uniquement le contrôle qualité en temps réel. C'est donc ce que vous faites lorsque vous êtes sur le terrain pour vérifier que vous avez bien collecté les données avec succès. Maintenant, la base unique est utilisée si vous avez votre propre fichier de station de base que vous avez collecté ou que vous avez peut-être téléchargé depuis Course. Et cela nécessite les informations du mail du levé. Les services payants, cependant, seront le SmartBase et le PBRTX. Encore une fois, si je clique sur SmartBase, puisqu'il s'agit d'un abonnement payant, vous devriez voir que mon estimation de coût sera modifiée en fonction du temps de vol. Maintenant, cela est basé sur le réseau Course. Donc, si vous êtes dans ces environnements ruraux où vous n'êtes peut-être pas proche d'une station du réseau Course, vous voudrez probablement utiliser le PPRTX car il offre une couverture à 100% sur le territoire continental des États-Unis. D'accord, donc c'est une façon d'estimer ces points. Si vous aviez besoin d'acheter cela en tant que solution de secours, si votre station de base était corrompue ou quelque chose de ce genre. Maintenant, en plus, nous allons parler de nos résumés de cycle ici en bas. Ainsi, vous pouvez en fait voir le modèle de votre capteur. Donc, c'est le type de capteur que vous avez, votre numéro de série, la façon dont le matériel est configuré pour le traitement. C'est donc un moyen rapide de voir où cela se trouve. Celui-ci est configuré pour le cloud, il ne peut donc être utilisé que via le cloud. Et vous pouvez voir l'heure de début et de fin de votre vol. D'accord, passons à notre page suivante. C'est ici que nous configurons réellement les informations de notre relevé maintenant. Vous pouvez voir qu'il a sélectionné uniquement le fichier de station de base dont j'avais besoin. Et maintenant, nous allons créer un nouveau relevé. Petite remarque, si votre station de base a fonctionné pendant plus de 2 heures, et s'il s'agit d'un rover de type Tramble qui a été utilisé pour collecter ces données ou d'une base qui a servi à les corriger, vous pouvez utiliser le Tramble Centerpoint RTX. Encore une fois, elle doit fonctionner pendant au moins 2 heures et il faut que ce soit une station de base de type Tramble pour cela. Maintenant, sous mon icône de clou de relevé, juste ici. Pour ceux d'entre vous qui utilisent peut-être une version plus ancienne du logiciel, cela ressemblera à 2 petits clous croisés. Je vais cliquer dessus et vous verrez tous les clous de relevé que j'ai utilisés. Encore une fois, vous pouvez en ajouter 2 nouveaux. Vous pouvez en cloner un qui existe déjà. Vous pouvez les modifier, vous pouvez les supprimer et vous pouvez en fait importer et exporter des clous de relevé à partir d'ici. Donc, si vous deviez les fournir à un client ou à un collègue, vous pouvez le faire.
Pour aujourd'hui, nous allons créer un nouveau clou de relevé. Nous allons donc cliquer sur « Ajouter » et nous allons en fait charger depuis Opus. Donc, si vous vous souvenez d'hier, je vous ai donné un ensemble de dossiers. L'un d'eux était un dossier de base qui va contenir le clou de relevé dont nous avons besoin via le rapport Opus. Donc, il sera intitulé Opus_Report. D'accord, je vais cliquer là-dessus. Nous allons aller chercher nos dossiers de formation. Et le vôtre devrait s'appeler Formation décembre et vous cherchez ce dossier de base. Est-ce que tout le monde arrive à le trouver? À l'intérieur, vous devriez voir ce Opus_RPT. Maintenant, Opus. Quand ils vous fournissent cette information, votre station de base leur est envoyée. Ils vont examiner les informations, ils vous enverront un email avec ces informations. Ensuite, vous copiez l'email et vous le collez dans un fichier texte. Cela ne vous arrive pas directement sous forme de fichier texte? D'accord, je vais cliquer sur « Ouvrir » ici. Et cela va se remplir avec la latitude, la longitude et la hauteur ellipsoïdale. Et cela va aussi se remplir avec le référentiel et l'époque ou épique selon votre préférence, correspondant au moment où cela a été collecté. Maintenant, vous pouvez lui donner un nom et une description unique. Je vais donc simplement l'appeler jour 2, ou plutôt décembre jour 2, car j'ai plusieurs stations de base ici. Et pour la description, puisque vous pouvez saisir autant d'informations que vous le souhaitez, je vais simplement mettre décembre 2025. Formation en présentiel, jour 2. Comme ça, je sais exactement ce que j'ai collecté et à quoi cette station de base a servi. Cliquez donc sur OK ici. Cela devrait l'ajouter à votre liste. Vous pouvez voir le mien juste ici. Cliquez ensuite sur OK. Et toutes ces informations seront importées. Très bien. Maintenant, notre station de base inclut la hauteur de notre antenne. Dans la hauteur de la station de base elle-même, mais si ce n'est pas le cas pour la vôtre, vous devrez ajouter la hauteur de votre antenne. Cela sera en mètres, donc cela devrait être un petit nombre, car votre antenne ne fera généralement que quelques centimètres de haut, en général. D'accord? Gardez bien cela à l'esprit. Passons à la page suivante. C'est simplement ici que vous vérifiez les informations. Cette section interne n'apparaîtra pas lorsque vous travaillerez sur vos propres projets dans vos propres bureaux. Mais comme vous utilisez notre compte de formation aujourd'hui et que je fais partie de nos utilisateurs internes, cela apparaîtra chaque fois que j'essaierai d'exécuter cette action. Mais vous verrez le type de matériel, l'emplacement d'exécution et le mode de traitement qui est en base unique. De plus, si vous avez choisi l'une de ces options par abonnement, comme SmartBase ou PPRTX, vous verriez également cette estimation de coût avant de soumettre. Très bien, une fois que j'ai fait tout cela, je peux cliquer sur OK et cela enregistrera ces paramètres. Dans un instant, vous verrez que le statut est passé à Modifier. Maintenant, puisque ces données ont été collectées au même endroit, je vais en fait coller mes paramètres dans ce second vol. Je vais donc cliquer sur Copier, sélectionner ma deuxième base ou mon deuxième vol, puis cliquer sur Coller. Il vous demandera de confirmer si c'est bien ce que vous souhaitez faire. Dans ce cas, la réponse est oui. Et ces paramètres seront modifiés automatiquement sans que j'ai jamais besoin d'ouvrir cette boîte de dialogue. D'accord? Nous allons maintenant passer à la page suivante de ce dialogue et vous êtes les bienvenus pour simplement vous asseoir et regarder. Je vais simplement vous parler de certains des paramètres que nous allons voir ici. Vous constaterez donc que, par défaut, cela active bien notre angle de coupe. N'oubliez pas que, pour la plupart des appareils TrueView, nous recommandons un angle de 40 degrés. Cependant, si vous utilisez le TrueView 540, vous voudrez peut-être réduire cet angle à 35, sinon vous obtiendrez des points non colorisés, parce que le champ de vision de la caméra et celui du laser sont différents. Comme je l'ai mentionné, vous avez la possibilité de mettre à jour vos balises EXIF et de coloriser votre nuage de points dans ce paramètre. Si vous souhaitez que cela s'exécute un peu plus rapidement, et si la colorisation n'est pas importante pour vous pour le moment, vous avez la possibilité de mettre à jour vos balises EXIF et de coloriser en dehors de cet outil. Mais cela ne peut être fait que sur l'ensemble de données LAS géocodées. D'accord, je vais donc cliquer sur OK ici.
Vous allez voir ce petit pop-up. Cela se produira pratiquement à chaque fois que vous ferez cette opération. Encore une fois, ces petites icônes bleues, cela signifie qu'il faut s'arrêter et me lire. Maintenant, ce qu'il m'indique, c'est qu'il existe un fichier de calibration plus récent que celui qui se trouve sur ma charge utile. Et il me demande si je souhaite utiliser ce fichier à jour. Dans ce cas, la réponse est oui. Vous verrez que ces paramètres ont été modifiés en « Éditer », même si je n'ai en réalité rien changé, car j'ai demandé d'utiliser un nouveau fichier de calibration. Lorsque je clique sur « Soumettre », cela va d'abord soumettre tous les travaux de traitement de trajectoire, puis notre géocodage. Et il va me demander de confirmer si je veux à nouveau utiliser ce fichier à jour. Dans ce cas, la réponse est oui. Je peux alors ouvrir mon gestionnaire de tâches. Et nous pouvons voir ces traitements en cours. Maintenant, contrairement à hier, nous traitons via le cloud, alors que notre traitement QC se fait sur l'ordinateur. La différence ici, c'est qu'hier, nous ne pouvions en exécuter qu'un à la fois parce que nous traitions sur nos propres machines. Comme nous utilisons le cloud, notre traitement de trajectoire peut en fait s'exécuter en parallèle, donc nous pouvons en faire plusieurs en même temps, ce qui rend ce traitement de capteur, ce traitement multicycle, très utile et avantageux. Nous attendons donc maintenant que nos tâches se terminent. Aussi, j'espère vraiment que celles-ci vont réussir. Très bien. On dirait que notre premier travail de traitement de trajectoire est terminé. Nous allons donc commencer à examiner ce rapport. Vous remarquerez également que la tâche de géocodage qui suit a déjà commencé son traitement. Je vais donc sélectionner ma tâche prête. Si la vôtre n'est pas prête, ce n'est absolument pas grave. Nous allons simplement examiner ce rapport pendant que nous attendons l'autre. Je vais donc cliquer sur « Terminer » ici. Et oui, il est toujours important de vérifier votre rapport de trajectoire. C'est extrêmement important de vérifier les résultats de la trajectoire. Je vais donc ouvrir ceci et je vais modifier un peu l'affichage. C'est juste pour que ce soit plus facile à lire pour ceux d'entre vous qui sont chez vous. Je vais donc passer à une vue en plan et nous allons commencer. Donc pour le nom du projet ici, ce sera le nom de notre cycle. Si vous cherchez le mode de traitement, vous verrez qu'il s'agit de l'infusion single base. Rappelez-vous, hier, lorsque nous regardions ce contrôle qualité, il était seulement indiqué comme non traité. Donc, voici notre nuage de points traités, notre trajectoire. Nous allons maintenant cliquer sur la section contrôle qualité des données rover. C'est ici que nous vérifions simplement qu'il n'y a pas de rupture de cycle pendant notre vol. Rappelez-vous, les ruptures de cycle se produisent lorsque vous perdez complètement la connexion avec vos satellites. Donc, ces petits traits rouges ici, au début de notre mission, c'est là que le capteur s'allume. Donc, il ne sera pas encore connecté. Nous en avons quelques-uns ici pour certains de nos satellites, mais ils ne descendent pas complètement. Nous avons au moins 3 lignes vertes continues à tout moment. C'est donc un bon résultat. Nous allons ensuite passer à nos informations de trajectoire lissée. Nous vérifions que cela semble bien suivre notre trajectoire de vol. Il semble qu'il ait peut-être coupé un petit morceau ici, mais cela arrive parfois dans le rapport sans pour autant que cela soit réellement supprimé de nos données par la suite. Donc nous pourrons le vérifier plus tard. Mais cela semble bien suivre notre trajectoire. Nous allons vérifier notre altitude pour nous assurer qu'elle correspond à la hauteur de vol prévue dans notre mission, qui était d'environ 70 mètres, donc cela semble correct. Nous allons maintenant descendre à notre vitesse totale. Et comme je l'ai mentionné hier, il supprimera cette première manœuvre d'alignement de cap, mais vous devriez voir la seconde ici à la fin. D'accord, c'est juste pour vérifier que cela a bien été effectué. Notre prochaine étape dans l'examen de ce rapport de trajectoire est de descendre à la section QC-GNSS. C'est ici que nous vérifions réellement que nous avons une solution de trajectoire réussie. Ce que nous recherchons ici, lorsque vous voyez le type de solution, c'est que ce soit fixe. Nous voulons que ce soit aussi proche de 100% que possible. Dans ce cas, nous sommes à 100. C'est fantastique. Si vous remarquez que vous avez une solution float ou aucune solution, cela signifie qu'il y aura une sorte de trajectoire dégradée dans une zone de votre vol. Et cela peut être très problématique. Vous finiriez donc par regarder le graphique juste en dessous.
Cela représente le nombre de satellites visibles dans votre solution. Donc, si vous avez une solution float ou aucune solution, vous devriez le remarquer. À un moment donné, ces lignes vont descendre tout en bas de votre graphique, indiquant que vous avez perdu la connexion avec ces satellites et que vous aurez alors une solution dégradée. Si cela se produit au début ou à la fin de votre vol, vous pouvez en fait utiliser cet intervalle de temps ici en bas et retraiter votre trajectoire avec ces temps spécifiés. Il existe un paramètre de plage de temps de remplacement qui peut être utilisé pour éliminer ces mauvaises sections. Ainsi, cela ne sera pas inclus dans vos données en aval et n'affectera pas la qualité globale. Maintenant, les prochains graphiques que nous allons examiner concernent la séparation avant-arrière. Donc, au lieu de regarder le motif ici, nous regardons en fait cet axe. Ce que nous recherchons réellement, c'est une petite plage de valeurs. Pour cet exemple, laissez-moi zoomer un peu plus afin que vous puissiez mieux voir. Ici, on va de moins 0,03 à 0,17. C'est une petite plage de valeurs qui est parfaitement acceptable, surtout qu'elle fluctue principalement ici, sauf à la fin de notre vol. C'est bien. Pour notre PDOT, ce que nous recherchons, c'est une plage de 3 valeurs. Une plage de 3 serait de 1 à 4. Dans ce cas, cela va de 1,2 à 2,4 et la plupart du temps, cela reste entre 1,2 et 1,35 jusqu'à ce que nous rentrions à la maison en volant. C'est parfaitement acceptable. Je suis satisfait de ce résultat. Il y a un autre graphique que nous devons absolument vérifier et il s'agit du point estimé, c'est-à-dire la précision de notre position. Encore une fois, au lieu de regarder davantage le motif, nous examinons notre plage de valeur. Encore une fois, nous voulons que cette plage soit très petite. Donc, celle-ci va de 0,008 à 0,042. C'est une plage de nombre très petite. Cela me paraît fantastique. Je suis contente de ce résultat. Nous sommes satisfaits de ce résultat. Donc, ce sont arbitraires ou bien ils sont relatifs à eux-mêmes, donc ce ne sont pas nécessairement des unités. Je veux dire que celle-ci est en mètres, je pense, ici en bas, pour la précision de la position. Mais, par exemple, comme le PDOP, c'est relatif à lui-même, et puis je pense que la séparation avant et la séparation avant-arrière sont aussi en mètres. Mais en général, je vérifie juste la plage parce que tout cela, vous savez, vous pouvez les voir listés ici en bas. Aussi, coupez mon explication de cela au cas où je me serais trompée. Je ne veux pas que cela figure dans l'enregistrement. D'accord, très bien. Je vais donc poursuivre et terminer notre deuxième traitement de trajectoire afin que nous puissions faire la même vérification. Et ensuite, nous pourrons géocoder nos deux nuages de points en même temps. Je vais donc cliquer sur « Terminer » pour ce travail PPT. Voilà pour notre traitement de trajectoire. Oui, et oui, je veux examiner ce rapport. Et je vais faire exactement la même chose que je viens de faire, donc je vais aller un peu plus vite. Je vais donc cliquer sur mon contour. Je vais zoomer ici pour que vous puissiez mieux voir. Voici le nom de mon vol. Il est traité via une base unique. Je vais aller dans le contrôle qualité des données du rover pour chercher ces sauts de cycle. J'ai au moins 3 lignes vertes continues à tout moment. C'est fantastique. Je vais sur notre trajectoire lissée. Celle-ci suit bien mon plan de vol. C'est bien. Mon altitude est d'environ 70 mètres. C'est ce à quoi je m'attends. Je vais descendre jusqu'à ma vitesse totale. Je peux voir pendant ma mission, donc c'est ce qui se passe ici, que la vitesse reste à 5 mètres par seconde, ce qui était prévu. Et ensuite, nous avons ces manœuvres d'alignement de cap à la fin. C'est super. Je descends à ma section de contrôle qualité GNSS. Ma solution fixée est à 100%. C'est ce que je veux voir. Et juste pour vérifier, je regarde le nombre de satellites visibles et je vois qu'aucun d'eux ne tombe complètement en bas. Donc, je n'ai pas perdu la connexion avec les satellites. C'est bien. Ma séparation avant-arrière, encore une fois, nous recherchons cette petite plage de valeur. Donc, cela va de moins 0,0035 à 0,009 pendant tout notre vol. C'est fantastique. C'est une collecte de données très précise et très serrée. Pour notre PDOP, encore une fois, nous cherchons une plage de 3 ou moins. Ici, cela va de 1235 à 1,4. Encore une fois, c'est fantastique.
Passons maintenant à notre dernier graphique que nous allons vérifier. Ici, cela va de 0,006 à 0,0165. Encore une fois, il s'agit d'une plage de valeurs très réduite. Cela signifie que notre nuage de points sera très précis à partir de cette collecte. Je suis donc satisfait de mon rapport de trajectoire. Maintenant que nous avons vérifié nos trajectoires, nous pouvons terminer nos tâches de géocodage et générer ces nuages de points. Je vais donc en sélectionner un, mais vous remarquerez que lorsque je clique sur « Terminer », il va en fait m'en informer. Il a identifié 2 tâches du même type et me demande si je souhaite les terminer toutes les 2 en même temps. Dans ce cas, la réponse est oui, et il va terminer le géocodage et les ajouter à ma table des matières en même temps. Voilà la première et la seconde est terminée. Est-ce que quelqu'un a des questions pour le moment? Très bien. Maintenant que nos nuages de points ont été ajoutés à notre table des matières, nous pouvons commencer à vérifier si nous devons lancer l'alignement des bandes. Rappelez-vous, l'alignement des bandes est destiné à corriger toute incohérence identifiée dans la trajectoire. Donc, la séparation entre vos lignes de vol, ce genre de choses. Hier, nous avons utilisé la vue en profil pour faire cela. Je vais refaire cela. Et juste pour une démonstration rapide, je vais aussi lancer l'outil de précision de surface afin que vous puissiez voir à quoi cela ressemble. Je vais donc zoomer sur mon toit ici. Une surface plane avec une pente douce est vraiment idéale pour ce type d'évaluation. Mais si vous n'avez pas de bâtiment à proximité, vous pouvez aussi utiliser un véhicule ou quelque chose de similaire. Vous voulez avoir un objet vertical pour vérifier ces séparations. Je vais chercher ma vue en profil ici en haut. Je vais tracer une ligne d'un côté à l'autre de mon toit. Mais au lieu de faire glisser pour spécifier la profondeur, je vais en fait faire un clic droit, parce que je veux spécifier un profil très fin pour vraiment voir la définition de ceci. Je vais donc mettre 0,3 mètres. Cela correspond à peu près à 1 pied. Maintenant, dans mon affichage, je vais le modifier ici. Donc, dans ce petit menu déroulant, si vous passez la souris dessus, vous pourrez voir le nom. Mais nous cherchons celui qui s'appelle ID de source de points. C'est l'identifiant qui sera associé à chaque ligne de vol individuelle. Donc, une fois que je clique dessus, je vais aussi augmenter la taille de mes points. Cette partie est entièrement facultative. C'est juste pour que vous puissiez mieux voir mon écran. Je vais donc changer cela à 4. De cette façon, ces couleurs vont vraiment ressortir. Maintenant, ce que nous cherchons, c'est si nos couleurs se mélangent toutes ensemble, ou si elles sont clairement empilées les unes sur les autres, ou si vous pouvez voir de l'espace entre elles. Dans ce cas, il semble bien qu'elles soient empilées les unes sur les autres. Elles ne se mélangent pas. Donc, il y a une certaine incohérence ici. Il y a une certaine séparation entre nos lignes de vol. D'accord. Si nous passons à notre autre disposition active, donc je regarde celle qui se termine par 4, 9. Si je passe à celle avec 3, 8. Encore une fois, nous verrons où elles sont empilées les unes sur les autres. Elles ne se mélangent pas. Nous avons à nouveau cette séparation ici. D'accord. Si vous souhaitez une meilleure estimation de cette taille, vous remarquerez ici que nous avons effectivement une certaine hauteur, nos mesures, ainsi qu'en bas. Mais disons que je voulais pouvoir les examiner par dixième de mètre. Je peux cliquer sur mes graticules, ce petit carré. Ici, cette petite grille, mais je vais maintenir la touche contrôle en le faisant. Cela fera apparaître les paramètres pour que vous puissiez les modifier. Donc ici, dans ma grille rapide, je peux en fait saisir la taille que je veux et cliquer sur « Actualiser ». Et cela va effectivement remplir les deux en même temps. Donc cela va changer la valeur et cela va aussi l'ajuster aux unités de la carte par rapport à ce nombre de lignes ici. D'accord, c'est ce que je voulais faire. Quand je clique sur OK, vous devriez voir que c'est maintenant modifié. Donc chacune de ces divisions va représenter environ 10 cm. D'accord, donc ça va correspondre, vous savez, à un dixième de mètre. Donc, dans ce cas, sur le cycle se terminant par 38. On dirait qu'il y a environ une largeur de boîte entre celles-ci, donc cela va représenter environ 10 cm. Si je reviens à l'autre, du tout en bas jusqu'au tout en haut,
Il semble qu'il y ait quelques-unes de ces boîtes, donc cela va probablement faire, vous savez, environ 20 cm. Quoi qu'il en soit, puisqu'il n'y a pas un grand écart entre celles-ci, je vais supposer que la séparation est inférieure à 10 cm. Parce que je vais du haut vers le bas, mais ce que nous cherchons vraiment, c'est l'endroit où se trouve cet écart, pas la mesure complète du nuage de points. D'accord, très bien. Donc maintenant que j'ai évalué cela, je pourrais lancer mon alignement de bande, mais comme je l'ai dit auparavant, et vous êtes tout à fait libre de simplement regarder. Pour cette partie, je vais lancer très rapidement cet outil de précision de surface pour évaluer à quoi cela ressemble. Donc, dans mon onglet QAQC, nous cherchons la précision de surface. Vous allez maintenant remarquer que cette option est grisée. C'est parce que je n'ai pas encore activé ma licence d'alignement de bande et que je n'ai pas cliqué sur l'outil. Si je clique sur l'outil Strip Align, il téléchargera automatiquement cette licence si elle est disponible pour moi. Mais dans ce cas, je vais aller la récupérer manuellement. Je peux le faire soit en allant dans le ruban de support pour trouver le gestionnaire de licence, soit en allant dans Fichier et en trouvant le gestionnaire de licence ici. C'est ce que je vais faire. Je vais ensuite chercher ma licence Strip Align. La voici, juste ici. Je vais la sélectionner. Je ferme. LP devrait se rafraîchir en un instant et vous verrez alors. Cet outil est maintenant disponible pour moi sous la licence Strip Align. Je vais donc l'activer. Je vais lui indiquer d'utiliser uniquement mes surfaces planes. Je ne veux donc pas qu'il regarde ces arbres parce que, souvenez-vous, les arbres vont avoir un mouvement dynamique. Ils seront toujours signalés en rouge, donc j'essaie d'éviter de regarder ceux-là. Je vais choisir mes zones de recouvrement, ainsi il examinera les endroits où les lignes de vol se chevauchent. Vous pouvez aussi le faire par ligne de vol, individuellement ou globalement, pour qu'il examine tout le nuage de points. Pour cette évaluation, je veux juste qu'il en génère un, donc je vais simplement choisir le recouvrement cette fois-ci. Vous pouvez lui donner un nom de sortie, donc je vais écrire cycle underscore et je vais utiliser les 2 derniers chiffres du cycle pour identifier à quoi cela correspond. Nous pouvons spécifier la taille de notre cellule. Ici, c'est 0,3 mètres. Ça me convient. Je vais laisser tel quel. Et je veux qu'il soit colorisé. Donc, je veux qu'il utilise en fait les couleurs vert, jaune et rouge plutôt qu'une échelle de gris. Ce sera donc beaucoup plus instinctif. Maintenant, vous pouvez spécifier ici votre seuil de réussite ou d'échec. Vous voyez, le mien a choisi 2 cm par défaut, mais vous pouvez tout à fait le personnaliser ou choisir l'une de ces autres options. Je vais rester sur la valeur par défaut ici. Et si vous souhaitez modifier vos couleurs, vous pouvez en fait le faire dans les paramètres avancés. Cliquez sur celle que vous avez activée. Donc, la mienne était l'Interswath et vous pouvez voir mes différentes couleurs ici. D'accord, donc la plage Interswath va être un peu différente parce qu'elle examine une zone spécifique de votre projet. Elle ne regarde pas l'ensemble du projet. À l'inverse, regardez bien, je vais activer Global juste pour que vous puissiez voir cela dans les paramètres avancés. Ceci respecte en fait strictement ce seuil de réussite ou d'échec. D'accord. D'accord. Très bien. Je vais donc maintenant cliquer sur Traiter et cela va générer ce raster pour moi. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Voilà. Et il semble qu'il l'ait ajouté en haut ici. Je vais donc fermer mon profil très rapidement. Désactivons ce nuage de points en dessous. Et vous pouvez en fait voir les zones qu'il a détectées. On voit beaucoup d'orange et beaucoup de rouge. D'accord. On dirait qu'il n'a pas pris toute ma toiture, donc ça veut dire que c'est trop flou. Il a cru que c'était de la végétation. D'accord. Je pourrais relancer exactement le même outil, mais en désactivant ceci, ou je peux simplement cliquer sur Global. Dans ce cas, je vais essayer Global. Nous allons voir à quoi ressemblent ces résultats. Et vous verrez quand il a généré ceci, cette petite abréviation signifie la précision de la surface. Et c'est en fait celle que j'ai sélectionnée. D'accord. Donc dans ce cas, je vais faire Global. Je vais changer le nom à nouveau. Donc cycle suivi d'un tiret bas et des 2 derniers chiffres qui sont 49. Je vais coloriser à nouveau, mais vous remarquerez que je n'ai pas choisi cette option. Je vais le laisser tout examiner. Traiter. Et maintenant, on peut littéralement tout voir ici.
Maintenant, comme je l'ai dit, la végétation est en rouge foncé. Ça va presque toujours ressembler à ça parce qu'il y aura du mouvement pendant notre vol. Mais on voit aussi cela sur notre parking. On le voit sur nos toits, on le voit sur nos voitures, des choses qui sont immobiles. Donc, dans ce cas, celui-ci a clairement besoin d'un alignement des bandes. D'accord, je peux faire exactement la même chose sur l'autre. Je peux simplement le basculer, mais nous savons déjà que nous devons le lancer d'après notre évaluation. Donc, de retour sur mon onglet Capteur, je vais cliquer sur Alignement des bandes. Je vais sélectionner mes 2 nuages de points à utiliser comme entrée, car souvenez-vous, ils se chevauchent, ils sont contigus, donc nous pouvons les utiliser comme entrée. S'ils étaient à des endroits différents et ne se touchaient pas, nous ne pourrions pas faire cela. D'accord. Je vais aussi utiliser le petit désalignement parce que entre les lignes de vol que j'ai vues dans ma vue en profil, il ne semblait y avoir qu'environ 10 cm entre elles. Donc, c'est celui que je veux utiliser et je vais aussi modifier ce nom parce qu'il peut devenir un peu long. Donc, ce sera simplement mon alignement de bande. D'accord, c'est tout ce que je vais l'appeler. Je vais ensuite soumettre cela. Cela va l'envoyer au gestionnaire de tâches pour le traitement. Donc, il me demande de confirmer que c'est bien ce que je veux faire. La réponse est oui. Et nous pouvons maintenant surveiller ce statut dans notre gestionnaire de tâches. Très bien, il semble donc que ma tâche soit terminée. Pour ceux d'entre vous pour qui ce n'est pas le cas, ce n'est absolument pas un problème. Je vais simplement commencer à examiner ces résultats. Je vais donc sélectionner mon travail prêt ici. Cliquez sur Terminer. Oui. Et cela va générer un tout nouveau nuage de points, avec les 2 cycles fusionnés ensemble et les corrections appliquées. Je vais donc cliquer sur OK ici. Je ferme ceci et maintenant je vais à la fois regarder le profil comme je l'ai fait auparavant. Et je vais relancer la précision de surface pour voir comment ces résultats ont changé. Donc, comme précédemment, je vais tracer d'un côté à l'autre sur le dessus de mon toit. Clic droit et 0,3 est la largeur que j'utilise. Si vous décidez de faire glisser et de sélectionner, vous pouvez également modifier cette profondeur ici dans la vue de profil. Il suffit de cliquer sur ce petit outil ici et vous pouvez spécifier la profondeur que vous souhaitez utiliser. Maintenant, je vais zoomer un peu pour resserrer un peu plus sur notre toit. Ainsi, vous pouvez maintenant vraiment voir où toutes ces couleurs se mélangent. On ne voit pas 2 couleurs distinctes superposées l'une sur l'autre. Maintenant, si j'alterne entre mes couches actives, donc je vais simplement passer aux autres, on commence à voir cette séparation nette, ces couleurs distinctes les unes sur les autres. Regardez maintenant la dernière. On peut voir le même type de motif où les couleurs sont superposées. Elles ne sont pas mélangées, elles ne sont pas alignées, mais quand on fait la dernière, on peut vraiment voir ce bel alignement. D'accord. Maintenant, juste pour revoir les résultats également, en utilisant l'outil de précision de surface, dans l'onglet QAQC, précision de surface, je vais refaire le global parce que j'aime vraiment la façon dont celui-ci s'affiche et nous montre toutes les informations. Je vais effectuer ce processus de seuil de réussite échec colorisé à 2 cm. Et maintenant, nous avons des résultats qui ont bien meilleure apparence. Il semble tout de même qu'il y ait encore quelques zones où cela a peut-être un peu peiné. Donc, on pourrait toujours essayer d'exécuter peut-être le grand désalignement pour voir si cela donne des résultats différents. Mais nous allons aussi lancer une autre tâche appelée lissage un peu plus tard, qui pourrait justement nous aider à atteindre la plage de résultats que nous souhaitons obtenir. Est-ce que quelqu'un a des questions pour le moment? Dans les zones où il y a beaucoup de variations d'altitude, comme le bord des bâtiments et ce genre de choses, on peut aussi voir que la position de la surface va détecter cela. Et cela peut aussi être l'une des raisons pour lesquelles il indique que c'est vraiment flou, car il détecte en réalité le mur lui-même sur les bâtiments et ce genre de choses. Très bien, maintenant que nous avons effectué l'alignement des bandes et que nous avons vu que cela l'a nettement amélioré, nous allons également procéder à l'estimation de la précision. Je vais donc désactiver ceci et désactiver cela aussi. Je regarde donc uniquement le nuage de points et dans le ruban des points de contrôle, je vais importer mes points de contrôle, comme nous l'avons fait hier.
Ici, nous allons aller dans Importer. Nous allons aller dans Ajouter. Et je veux que vous trouviez le dossier que je vous ai donné hier, intitulé « Formation de décembre ». À l'intérieur de celui-ci, vous verrez un dossier de contrôle. Dans ce dossier, je veux que vous cherchiez le fichier texte. D'accord, cette boîte de dialogue particulière peut accepter des fichiers texte, CSV et d'autres types de fichiers ACI similaires. Nous allons cliquer sur « Ouvrir » et nous devons spécifier un emplacement de sortie. Je vais donc cliquer sur l'icône d'engrenage. Je vais aller dans mon dossier de projet. Donc, Formation de décembre, jour 2 est celui que j'ai créé. Et je vais créer un dossier de contrôle pour y ajouter toutes mes informations de contrôle. Vous vous souviendrez aussi, comme je l'ai mentionné hier, que j'utilise exactement la même structure de dossier dans tous mes projets. Donc, que j'y revienne dans une semaine ou dans 3 mois, toutes les informations seront stockées dans le même format afin que mes collègues et moi puissions les retrouver. Désolé encore, ce n'était pas mon intention. Ainsi, mes collègues et moi pouvons les retrouver. Voilà, de cette façon, vous pouvez couper là où je tape dessus. Et vous coupez ça, désolé. Très bien, nous allons ensuite sélectionner notre dossier. Passons à l'onglet suivant. Il s'agit d'un ensemble de données délimitées. Cela signifie qu'il y a un caractère spécial ou quelque chose de ce genre qui indique les différentes colonnes. Encore une fois, si vous utilisez votre propre fichier ASCII de points de contrôle et que vous avez une ligne d'entête, c'est-à-dire une ligne qui indique à quoi correspondent toutes les colonnes, vous devez changer ce numéro d'importation à 2. De cette façon, l'entête n'est pas inclus comme un enregistrement. Ici, chez GeoQ, nous n'avons pas de colonne d'entête. Nous pouvons donc effectivement importer dès la première ligne. Passons à la page suivante. C'est ici que vous indiquez à LP 360 comment vos données sont séparées. Cela va se faire en utilisant les virgules et vous verrez que les données s'organisent en colonnes propres et bien alignées. Passons à notre dernière page. C'est ici que nous attribuons les attributs à chacune de nos colonnes. Si quelque chose est laissé comme inconnu, il ne sera pas importé. Maintenant, je vais vérifier ces éléments au fur et à mesure. Donc, ma première colonne contient tout un tas de chiffres suivis de lettres. Puisque cette colonne contient des lettres, elle ne peut pas être un champ ID. Il doit s'agir d'un champ nom. Si vous choisissez ID, cela provoquera une erreur plus tard dans votre traitement. Donc, la colonne numéro 1 correspond au nom. Pour vos coordonnées, nous partons du principe que vous savez laquelle correspond à X, Y et Z. Donc, dans notre cas, la colonne numéro 2 correspond à Y, la colonne numéro 3 à X et la colonne numéro 4 à Z. Pour répéter encore une fois, la colonne numéro 2 correspond à Y ou Nord, la colonne numéro 3 à X ou Est et la colonne numéro 4 à Z ou Élévation. D'accord? Non. L'axe Y est pour le Nord, l'axe X pour l'Est et l'axe Z pour l'élévation. Pour la colonne numéro 5, si l'on fait défiler vers la droite ici, on peut voir qu'il s'agit d'un ensemble d'abréviations. Ce sont nos différents types de cibles. Chacun d'entre eux indiquera à LP 360 comment traiter cette cible. Il est donc très important d'inclure ce champ de type. Donc, la colonne numéro 5 correspond au type. Enfin, pour notre colonne numéro 6, si l'on fait à nouveau défiler vers la droite, on verra qu'il y a ici en bas un tas de zéros et de petites valeurs. Maintenant, pour nos étoiles d'exactitude, que vous pouvez voir listées ici. Pour ceux d'entre vous qui sont à la maison, les vôtres auraient des valeurs de décalage H uniques que vous mesureriez sur le terrain car vous les installeriez sur des trépieds. Cependant, ici chez GeoQ, les nôtres sont sur des poteaux permanents, donc ils nécessitent juste un petit décalage pour tenir compte de l'endroit où l'antenne est placée au-dessus de la cible. C'est pourquoi vous ne voyez ici que ces toutes petites valeurs. Donc, la colonne numéro 6 correspond au décalage H. D'accord. Une fois que j'ai tout sélectionné, vous pouvez alors cliquer sur « Terminer ».
Je vais faire une pause pour m'assurer que tout le monde a pu les importer. Faites-moi un signe de la main si vous en avez 1, 2, 3. Parfait. Une fois qu'ils sont importés, vous êtes tout à fait libre de modifier le nom et la symbologie de ceux-ci. Parce que comme vous pouvez le voir, le nom est un peu long ici. Donc, si je le souhaite, je peux sélectionner ma couche, et cela vaut pour n'importe quelle couche dans LP 360. Cliquez à nouveau sur le nom et je peux réellement le modifier, donc vous pourriez le changer en point de contrôle. Si vous souhaitez changer la symbologie, vous pouvez également le faire en double-cliquant sur le symbole lui-même. Vous pouvez changer le type de symbole. Personnellement, j'aime bien utiliser le réticule. Vous pouvez l'agrandir, donc vous pouvez le rendre aussi grand que vous le souhaitez. Vous pouvez également augmenter l'épaisseur pour qu'il ressorte vraiment sur le fond et vous pouvez même changer la couleur. Donc si vous voulez quelque chose de plus flashy, comme du néon ou quelque chose dans ce genre, si vous souhaitez choisir du rose, du bleu, du vert, toutes ces couleurs sont tout à fait acceptables. Cliquez sur OK. Et encore une fois, cliquez sur OK. Et vous devriez voir ces couleurs apparaître dans la vue de votre carte. Très bien, il y a donc plusieurs façons de commencer à naviguer à travers tout cela. Parce que, souvenez-vous, je l'ai mentionné, si vous avez des objets verticaux près de vos cibles, vous allez vouloir faire votre classification du sol avant de procéder à cette évaluation. Donc, une façon très rapide d'évaluer cela sans jamais ouvrir la boîte de dialogue, c'est que je peux zoomer sur mes cibles pour que vous puissiez vraiment le voir ici. Je vais changer ceci en surface teen comme ceci. Je pourrais aussi le passer en mode élévation si je voulais voir s'il y a quelque chose de vertical autour de celle-ci. Donc, si je clique sur élévation, vous verrez que c'est bien plat. Donc, je ne m'inquiète pas de ce qu'il y a autour de cette cible. Je peux ensuite utiliser ces boutons de navigation pour parcourir réellement les différentes cibles. Je peux donc cliquer très rapidement pour passer d'une cible à l'autre. Nous cherchons tout changement d'élévation qui pourrait indiquer un objet près de notre cible. D'accord. La seule où l'on devrait vraiment voir quelque chose de vertical à côté, donc vous pouvez voir juste ici, il s'agit d'herbe. Si je voulais voir où cela se trouve par rapport à ma cible, je pourrais repasser en mode couleur. Et il semble que ce soit assez éloigné, donc cela ne m'inquiète pas vraiment. Très bien, je comprends. L'unique cible de référence qui devrait normalement et véritablement montrer un changement d'élévation est notre propre étoile de haute précision. Toutes les autres devraient paraître plates et de niveau. D'accord. Donc, voici notre étoile de précision juste ici. Très bien. Maintenant que nous avons vérifié qu'il n'y a pas d'objets verticaux près de nos points de contrôle, nous pouvons commencer notre estimation de précision verticale. Et dans ce cas, puisque nous avons ces trois cibles, nos axes X et Y également. Oui. Très bien. Nous allons maintenant accéder à notre outil d'estimation de précision. Maintenant que nous avons vérifié qu'il n'y a pas d'objets verticaux, et souvenez-vous, notre icône jaune nous indique « Et arrêtez-vous » et lisez-moi. Elle vous indique que nous avons besoin de 5 colonnes différentes. Donc, il s'agira du type, de H, du décalage, de la précision X, de la précision X-cercle et de la précision Z. Il faudra toujours créer ces 3 dernières afin de pouvoir réellement effectuer nos mesures. Je vais donc cliquer sur « Continuer » et la boîte de dialogue va apparaître. Donc, cette première fenêtre contextuelle concerne notre méthode de relevé. Elle est entièrement facultative. Elle n'a aucun impact sur nos données. Elle nous donne simplement une idée de la précision attendue pour notre méthode de mesure. Donc, par exemple, si j'utilise ma base et mon rover, voici le niveau de précision auquel je peux m'attendre pour X, Y et Z. Si j'utilise la boucle fermée et le niveau numérique, voici le niveau auquel je peux m'attendre. Ou vous pouvez tout à fait laisser ce champ vide si vous le souhaitez. D'accord, c'est simplement pour vous donner une idée de ce à quoi vous attendre avec votre méthode de relevé particulière. Donc, je vais cliquer sur OK ici. Comme je l'ai mentionné hier, vous pouvez aller dans vos paramètres pour les modifier. Par exemple, si vous utilisiez une cible à damier d'une taille différente ou si vous vouliez modifier votre rayon de recherche, vous pouvez le faire. Vous pouvez également modifier votre filtre de point d'entrée. Si vous aviez besoin de faire votre classification du sol avant cette étape, vous pourriez le spécifier ici. Ainsi, il n'utilisera pas tous ces autres points. D'accord. Pour cet exercice, nous allons laisser ces paramètres par défaut. Donc, nous allons cliquer sur OK.
Je vais en fait désactiver mes étoiles de précision parce que je vais les utiliser pour vérifier ou contrôler mes résultats. Après que nous ayons fait cela, je pourrais aussi faire la même chose, par exemple, pour mes cibles Paint. Peut-être que je voulais aussi les utiliser comme point de contrôle. Donc, tout ce qui a un FK à côté, je vais les désactiver. Il semble donc que j'ai 2 FK, 2 cibles Paint. D'accord. Après cela, je vais cliquer sur Recherche automatique. Cette fenêtre contextuelle ici, cet avertissement, vous informe que ce rapport n'est pas une garantie d'exactitude. Il s'agit d'une représentation statistique de la précision basée sur les normes ASPRS. Donc, je vais cliquer sur OK ici. Puisqu'il a détecté ces types de cibles, AS, étoile de précision, CB, damier et ou CO, cercle concentrique, il m'indique que j'ai besoin de la licence de précision 3D pour pouvoir calculer X, Y et Z. Il me demande donc si je veux l'activer. La réponse est oui. Il y en a une de disponible, donc il va l'activer automatiquement pour moi, puis commencer le processus de calcul. Très bien. Il semble donc qu'il ait désactivé automatiquement certaines cibles supplémentaires pour moi. Mais nous allons en fait aller les inspecter pour voir si elles sont réellement incorrectes ou si elles sont simplement statistiquement différentes de nos cibles environnantes. Parce que lorsqu'elles sont désactivées, c'est basé sur ces couleurs ici en haut. Donc, je vais regarder la numéro 11 ici. Elle est colorée en rose. Cela signifie qu'elle se situe dans les 10% extérieurs ou qu'elle dépasse les 90% de l'intervalle de confiance. Encore une fois, cela signifie simplement qu'elle semble statistiquement différente du reste. Donc, ce que je vais faire, c'est aller dans ma vue cartographique et changer mon élévation ou modifier mon affichage en RGB. Je ne peux pas vraiment voir ce qui se passe ici. Je peux aussi le changer en intensité puisque nous utilisons des cibles en noir et blanc. Si celle-ci n'apparaît pas, cela signifie effectivement qu'il s'est passé quelque chose avec cette cible, qu'elle a été déplacée, endommagée ou quelque chose comme ça. Donc, c'était en fait très bien que celui-ci l'ait désactivé car il n'est pas capable d'estimer ce centre. La cible n'est pas là. Nous allons donc désactiver celui-ci à nouveau. Nous allons passer au suivant. Voici donc le damier suivant. Et maintenant, vous pouvez réellement voir ces taches noires et blanches. Et vous pouvez voir que ce point de contrôle vert indique en fait où il a identifié le centre. Donc, par exemple, si cela n'avait pas très bien identifié ce point, je pourrais utiliser le mode Measure. Mais nous recommandons généralement d'utiliser le mode Mesure lorsque vous disposez d'un orthomosaïque. Nous n'avons donc pas encore traité nos orthoses pour le moment. Je vais les soumettre dans un instant, après avoir terminé cette évaluation. De cette façon, vous pourrez voir les différences entre les types d'orthoses disponibles via LP 360. Maintenant, statistiquement, je pense que celui-ci fait plutôt du bon travail en tombant relativement au centre de cette cible. Donc, en fait, je veux activer celui-ci. Vous verrez que de nouvelles valeurs s'affichent automatiquement dans votre mesure lorsque c'est activé. Voici donc un autre damier qui était désactivé. En voici un autre. Je peux en fait voir le noir et le blanc. Encore une fois, vous pouvez passer en mode RVB pour voir si vous le distinguez un peu plus clairement. Mais la valeur d'intensité est en fait enregistrée par le capteur lui-même. Donc, encore une fois, je pourrais activer celui-ci. Voyez comment cela représente ma surface. Maintenant, vous verrez qu'il y en a quelques-uns qu'il a également mis en évidence en rose pour nos cercles concentriques. Donc, on peut effectivement les voir ici. Changeons l'intensité. Voyons à quoi cela ressemble. Donc, si nous ne sommes pas satisfaits de l'apparence de cette cible, par exemple si elle semble endommagée ou incorrecte, vous pouvez la désactiver. Mais encore une fois, il serait préférable d'inspecter ces éléments dans votre orthomosaïque pour avoir une meilleure idée de leur apparence réelle et ce qui se passe. Très bien, donc, je viens de regarder cela. Ma précision est plutôt bonne, mais je veux qu'elle soit meilleure. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser la fonction de recherche automatique, ou plutôt non, pas la recherche automatique. Désolé. Ce que je vais faire, c'est en fait utiliser mon bouton « Résoudre » pour débiaiser cet ensemble de données et générer un nouveau nuage de points. Je vais cliquer sur « Résoudre ». Voici les valeurs qu'il a décidé d'utiliser en fonction de l'erreur moyenne et de l'écart type. Donc,
Ce que représentent ces valeurs, donc RMSE, c'est l'erreur quadratique moyenne, c'est la mesure de la précision. Votre SDOM, ou écart type de la moyenne, correspond à votre niveau de précision. Et l'erreur moyenne est simplement la représentation statistique moyenne de l'erreur sur l'ensemble de vos points de contrôle. Donc, il va en fait utiliser cette erreur moyenne et cet écart type pour comprendre ce qui se passe. Si votre écart type est très, très faible, donc dans ce cas, il est inférieur à 1 cm, il ne va pas modifier ces valeurs. Il va simplement conserver cette erreur moyenne parce que cela signifie que nos données sont très précises. C'est juste un peu imprécis. Donc, c'est sur cela qu'il va se baser. Je vais maintenant cliquer sur « Appliquer les corrections ». Cela va lancer le processus de génération de notre nouveau nuage de points. D'accord, on dirait que c'est fait. Ajoutez ma nouvelle couche ici à ma table des matières. Mais avant de fermer ceci, je vais en fait cliquer sur « Exporter le rapport » parce que je veux m'assurer d'avoir une trace des corrections que j'ai effectuées. Donc, je vais cliquer sur « Exporter le rapport ». Voilà mon dossier de décembre. Voici mon dossier de projet. Voici mon contrôle. Et ceci va être mon contrôle. Rapport. OG pour original. Cliquez sur « Enregistrer » et cliquez sur « OK » ici. Maintenant, il demande si vous souhaitez enregistrer les modifications apportées à vos attributs dans ce shapefile. La réponse est oui, car cela enregistre les erreurs qu'il a calculées. Donc, je vais cliquer sur « Oui ». Très bien, maintenant que c'est fait, je vais en fait renommer celui-ci pour que ce soit plus facile pour moi d'identifier ce que c'est. Je vais sélectionner la couche. Cliquez sur le nom et maintenant, je vais la renommer « Strip à ligne ». Tiré bas de bias. Comme ça, je sais chaque étape qui a été effectuée sur cette couche. Maintenant que c'est fait, je vais la changer pour ma couche Last Active ici. On dirait que ça active celle qui est en dessous. Je ne veux pas ça. Et maintenant, je vais retourner dans mon estimation de précision, mais je vais seulement activer mes étoiles de précision et mes cibles peintes. Donc, ce sont mes points de contrôle, ceux que je viens de désactiver, donc ici. Je vais juste cliquer sur « OK ». Nous allons laisser ça tel quel. Si vous vouliez tous les désactiver en même temps, vous pourriez en fait sélectionner, aller en bas, maintenir la touche Maj enfoncée, tout sélectionner, cliquer et cela désactivera tout ce qu'il y a entre les deux. C'est donc une façon très rapide de le faire. Voici mon autre cible peinte. Je vais donc l'activer. Nous n'avons donc activé que nos FK, FK et nos AS ou étoiles de précision. Nous allons maintenant vérifier nos résultats. Je vais donc cliquer sur « Recherche automatique » ici. Clause de non-responsabilité, ceci n'est pas une garantie. C'est une statistique de précision selon les normes ASPRS. Je vais cliquer sur « OK ». Cela va effectuer cette évaluation. Et voici nos nouvelles mesures de précision. Nous pouvons donc voir que notre précision verticale s'est nettement améliorée et je pense qu'il y a une petite amélioration sur nos axes X et Y. Mais il ne s'agit pas de mesurer X et Y pour nos cibles peintes, mais seulement pour nos étoiles de précision. N'oubliez donc pas, il n'y aura que 5 cibles. Il se peut que nous n'obtenions pas une image complète de l'ensemble de notre nuage de points, car vous souhaitez en utiliser le plus possible. Mais pour comparer mes résultats, je vais exporter mon rapport. Et celui-ci constituera mon rapport de contrôle. Souligner DBIAS. Je sais donc de lequel il s'agit. Cliquez sur OK ici et je peux en fait aller dans mon explorateur de fichiers pour les retrouver. Donc, dans mon dossier de formation, décembre, voici mon jour 2, contrôle. J'aime en fait les ouvrir dans un programme qui s'appelle Notepad++. Cela permet en fait de comparer plusieurs fichiers entre eux. Je vais donc ouvrir mon original. Assurez-vous que c'est le seul ouvert.
Maintenant, je vais ouvrir le second. Maintenant, vous verrez que les deux sont ouverts côte à côte. Mais je veux les comparer. C'est une étape supplémentaire qui n'est pas obligatoire. C'est juste pour montrer les différences entre ces deux fichiers. Je vais donc chercher mon bouton de comparaison juste ici. Vous pouvez voir qu'il indique aussi la version de LP utilisée, qu'il l'a générée et sur quelle machine. L'heure et la date, les unités, la méthode de surface, toutes ces informations utiles. Et maintenant, voici nos résultats. Donc, pour notre original, il semble que notre X n'est pas du tout changé, mais notre Y s'est effectivement amélioré. Et notre Z aussi. D'accord. On peut aussi voir que notre précision globale s'est également améliorée, passant d'environ 7 cm à environ 5 cm au total. Pour notre Z, exactement. On passe donc d'environ 3 cm à environ 1 cm de précision, c'est ce que nous constatons. Si nous faisons défiler jusqu'en bas, nous pouvons en fait voir lesquels ont été désactivés et lesquels ont été activés. Nous pouvons également voir qu'il y avait un point de contrôle qui a été désactivé dans les deux cas. Nous avons donc maintenant une vue d'ensemble complète de tout ce qui a été fait lors de cette évaluation, y compris toutes les valeurs pour chaque mesure individuelle. Pendant l'évaluation également. Donc tout cela est enregistré dans vos rapports. Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce que je viens de faire? Comme je l'ai dit, cette partie où je compare ces éléments est entièrement facultative. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. J'aime simplement le faire. Ainsi, vous pouvez réellement voir les différences entre vos deux rapports sans avoir à passer de l'un à l'autre. D'accord? Il semble donc que nous n'ayons pas de questions. Alors maintenant que nous avons fait cela, je vais en fait fermer ceci. Je suis satisfait de cette nouvelle couche débiaisée. Mais pour les besoins de cette vidéo et pour vous, je vais lancer à la fois l'outil Agisoft Orthomapping et l'outil Orthomapping. Ainsi, nous pourrons visualiser séparément les résultats des deux outils. Vous n'êtes pas obligé d'exécuter ces étapes en même temps que moi. Je vais simplement vous montrer ce que je ferais normalement dans ce cas. Mais je vais le laisser générer son propre MNT au lieu d'en créer un moi-même. Ainsi, vous pourrez également voir quels seraient les effets sur votre nuage de points si vous lui fournissez simplement le nuage de points brut sans faire cela. Générez le MNT vous-même. D'accord, je vais donc commencer par utiliser mon outil Agisoft Orthomapping. Je peux cliquer dessus et l'ouvrir sans avoir à vérifier une licence, car il le fera pour moi tant qu'une licence est disponible. Si vous ne disposez pas d'une licence photo avec Agisoft, également appelée licence d'extension Photogrammetry with Agisoft, vous ne pourrez pas ouvrir ceci. De plus, je n'ai pas de clé Metashape active sur ma machine, donc je vais exécuter celui-ci via le cloud. D'accord. Maintenant, une fois que c'est fait, je peux sélectionner l'une ou les deux images. Dans ce cas, je vais simplement en sélectionner une. Je vais donc choisir celle qui a le plus de photos. Donc, c'est celui qui se termine par 49. Je vais cliquer sur « Générer », point, nuage ou ortho à partir d'images, car il y en a d'autres où il essaie de sélectionner ce MNT. Je n'en ai pas créé, je n'en ai pas à lui donner. Et je vais simplement vérifier pour générer mon ortho. Je vais maintenant lui donner un nom, donc par souci de simplicité, pour savoir lequel j'ai fait, je vais simplement faire ceci, cycle underscore. Les deux derniers chiffres du cycle que j'ai sélectionné, soit 49. Souligner ortho. Bon, pour le reste des paramètres, je vais les laisser par défaut. Je vais donc soumettre cela à mon responsable. Très bien, il va me confirmer que cela a bien été fait. Et maintenant, je vais aussi lancer l'outil de cartographie ortho. Celui-ci est celui qui crée la carte RGB, également appelée Fast Ortho. Je vais donc choisir l'une de mes couches, celle que je veux. En fait, je vais choisir ici ma couche de débiais, car elle fonctionne à partir du RGB. Je vais en fait laisser le logiciel calculer automatiquement la taille de ma cellule et je vais spécifier le nom ici. Donc, supprimer, aligner, corriger les biais, souligner, mapper RGB. C'est comme ça que je vais l'appeler. Ainsi, mes appareils orthodontiques ont deux noms distincts. Je vais cliquer sur « Créer », mais contrairement à l'outil de cartographie orthographique Agisoft, celui-ci s'exécutera devant vous.
Donc, si vous décidez de lancer cette opération et que vous avez un grand ensemble de données, cela peut prendre du temps. Et cela vous empêchera de traiter quoi que ce soit d'autre pendant ce processus d'exécution. Gardez donc cela à l'esprit si vous choisissez de le faire. Exécutez celle-ci. Maintenant, celle-ci nécessite également une licence photo différente. Donc, soit Photo, Cloud Photo 3000, soit l'une des licences héritées, qui sont appelées Full Photo ou Fast Photo. Très bien, donc cela s'est exécuté assez rapidement. Mais je veux que vous regardiez ces résultats. Donc, si je dézoome complètement, je vais simplement aller à mon étendue maximale. Cela semble très propre. Je peux en fait voir des traces de pneus et d'autres choses comme ça ici en bas. Cependant, si je commence à zoomer sur certains objets, vous remarquerez que c'est très pixelisé. Donc, ce n'est pas destiné à une génération de photos de haute qualité ici. Ceci est plutôt destiné à quelque chose de rapide et sommaire afin que vous puissiez simplement visualiser cette colorisation sous forme de raster. Si vous souhaitez une résolution de haute qualité, il vous faudra utiliser l'outil d'orthomappage Agisoft.